si Montpellier est ce qu'elle est aujourd'hui, elle le doit effectivement à des rencontres judéo-chrétiennes autour du savoir, autour du legs judéo-gréco-arabe. Les Juifs ont été, à Montpellier et dans toute cette Occitanie, des passeurs de culture, un trait d'union entre l'Ibérie islamique et la chrétienté féodale. Certes, les Juifs ne pouvaient pas enseigner ou devenir président de l'université de Montpellier, mais en tout cas, il y a eu des rencontres fécondes entre thérapeutes, entre Juifs et chrétiens autour du savoir. Il y avait donc une estime au niveau des élites. La première question que l'on peut et que l'on doit se poser en préambule est la suivante. À quand une présence juive à Montpellier, en Languedoc-Roussillon, d'une manière plus large en France? Il n'y a pas de France sans juifs. Si aujourd'hui, dans un climat d'antisémitisme, les politiques se plaisent à le rappeler, les historiens, les gens de culture savent qu'effectivement, les juifs sont présents depuis des temps immémoriaux. Là, il faut toujours des preuves en histoire. C'est la lampe à huile retrouvée au plan d'Orgon dans les années 60, dans le comte Avenessin, et qui effectivement démontre une présence juive dès l'époque gallo-romaine. Pour ce qui est du Languedoc-Roussillon, il nous faut attendre le 7e siècle avec la pierre tombale de Narbonne, qui se trouve au palais des archevêques, qui désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts, les enfants de Paragoras, Justus, Matrona et Dulciorella. C'est un texte à épigraphie latine qui se clôt par 3 mots hébraïques, Shalom al Israël, paix sur Israël, paix sur le peuple juif. Et pour ce qui est de Montpellier, on va s'y attarder ce soir, les Juifs sont vraisemblablement présents dès la fondation de la ville, c'est-à-dire à la fin du Xe siècle, en 985, bien qu'il nous faille attendre le début du XIIe, avec le Testament de Guillaume V de 1121, puis effectivement le fameux Sefer Massaot de Benjamin Tudel, le carnet de route du voyageur ibérique Benjamin Tudel, pour avoir des renseignements sur l'histoire des Juifs à Montpellier. Ces Juifs qui vont effectivement marquer de leur empreinte la ville de la montagne, en hébreu Irahar, le mont Tepesulano, le mont Pestellario. Montpellier, effectivement, avait une forte communauté juive au niveau du nombre, 1000 pour 10 000 habitants environ, au niveau intellectuel, médecins, théologiens, philologues, commerçants. Nos Juifs qui vont jouer un rôle important en philosophie, en exégèse et en mystique, en Occitanie, des Juifs qui vont jouer un rôle important politiquement parlant, avec le bundisme et le sionisme, bref, des Juifs qui vont effectivement, dans les temps autorisés de présence en Occitanie, marquer de leur empreinte, effectivement, ces judaïcités occitanes. Vous le rappeliez, appelé depuis une quinzaine d'années à diriger l'Institut Maïmonide, j'ai pu mesurer l'importance de ce judaïsme médiéval, bien que je sois contemporanéiste, l'importance aussi et surtout des écrits du maître de Cordoue, de Maïmonide. Si l'Institut a choisi comme nom l'aigle de la synagogue, le médecin de Cordoue, c'est qu'effectivement, ce n'est pas fortuit, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et j'ai pu donc mesurer l'importance des écrits du maître de Cordoue, notamment son opus magnum, le fameux Moreh Nevuchim en hébreu, Dalalat al-Hayrin en arabe, Guide des perplexes, Guide des égarés en français, mal traduit en français par Guide des égarés, mais Guide des perplexes, qui entendait concilier l'inconciliable pour l'époque, les postulats de la science et de la foi. Athènes et Jérusalem, Athènes ou Jérusalem. Et il y a eu ici des controverses en 2 temps, au début des années 1230 et au début du XIVe siècle, nous y reviendrons. Lorsque des Juifs andalous réfugiés à Lunel portent à la connaissance des communautés juives occitanes la production scientifique en cours chez les Juifs de l'Espagne andalouse et la pensée rationalisante du maître de Cordoue, c'est ça en fait, la pensée rationalisante, la loi mosaïque éclairée par la Sophia grecque, il y a eu un bouleversement, une mutation sans précédent dans les judaïcités occitanes qui effectivement étaient peut-être plus rigoristes, moins ouverts sur les savoirs de l'époque, et ces écrits vont intéresser jusqu'aux autorités chrétiennes, préoccupées alors de réprimer l'hérésie cathare, le mouvement dualiste cathare,
qui se trouvèrent entraînés dans la mêlée. Sur l'initiative d'ailleurs de dirigeants juifs peu scrupuleux, et je développerai tout à l'heure. Dans les grandes communautés languedociennes, on s'interrogeait sur le rationalisme, philosophie des Grecs, adepte de la lecture littéraliste ou d'une lecture étayée par la raison. Et on peut et on doit s'émerveiller devant des foyers de culture à Béziers, à Narbonne, ville ancienne de la Torah. Certains vont jusqu'à dire que Narbonne viendrait de l'hébreu Ner Bina, le phare de la sagesse. Alors, sans aller jusque-là, en tout cas, Charlemagne en personne atteste d'une royauté juive à Narbonne. S'émerveiller devant la ville de la Lune, Lunel, en hébreu Yaréar. La légende veut que ce soit des descendants des Hébreux qui aient fondé la cité occitane. Là encore, sans aller aussi loin, nous savons que Lunel, qui abritait une forte communauté juive, avec à sa tête notamment le lignage des Meshulam et des Tibonides, va rester à la postérité comme ville de Talmud, comme nous l'ont précisé, comme nous ont développé tout à l'heure brillamment nos trois jeunes étudiants. Et effectivement, Montpellier, Ir HaHar en hébreu, la ville de la montagne, Ir HaKodesh, la ville sainte, Har Ga'ash, la ville de l'agitation, Montpellier qui a aussi joué un rôle au Moyen-Âge, plus en médecine et au niveau du commerce, car nos descendants de la loi mosaïque avaient effectivement, peut-être pas le monopole, mais pas loin, des soieries et des étoffes. Quand ils avaient le monopole des amandes à Aix-en-Provence, quand vous mangerez des calissons, vous aurez une pensée pour les Juifs qui ont travaillé le commerce des amandes, et Armand Lunel, sur lequel a longuement travaillé mon père, ici présent, a écrit Les Amandes d'Aix. Et il est issu d'une famille, tout comme Darius Milhaud, de juifs comtadins, de juifs du comtat venessin, qui a été une enclave pontificale, indépendante du royaume de France jusqu'à la Révolution, et où les juifs, expulsés par les rois, par les monarques hexagonaux au XIVe, vont trouver refuge. Donc effectivement, des cénacles de savants hébraïsants, arabisants, hellénisants ont permis la floraison d'une science juive médiévale originale à plus d'un égard, conjuguant aussi bien rationalisme que mysticisme. Et tout cela va essaimer jusqu'en terre voisine catalane. Cette histoire est passionnante, on a une vision noire du Moyen-Âge ou des clichés réducteurs sur le Moyen-Âge. Bien sachez aussi que c'est la transmission du savoir et que les Juifs, de par le jeu des expulsions, vont jouer un rôle prééminent. Et donc à Montpellier, on ne va pas bénir les Almohades, mais en tout cas, aujourd'hui, nous pouvons affirmer que Montpellier va bénéficier de l'apport du judaïsme andalou, cette fameuse internationale andalouse, dont a parlé le grand kabbaliste Moshe Hidel, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, car après l'âge d'or andalou, d'Al-Andalus, où un islam tolérant permettra des rencontres bénies entre juifs, chrétiens et musulmans, sans faire d'ailleurs de lecture apologétique des faits, car juifs et chrétiens étaient des citoyens de seconde zone, mais tout de même, il y a des rencontres majestueuses avec deux génies de la pensée qui vont émerger, Maïmonide et Averroès. Après cet âge d'or andalou, un islam moins, ouvert, tolérant, plus rigoriste, plus fondamentaliste, va prendre le pas sur cet islam précédent. C'est l'islam prôné par Ibn Tumart, un islam almohade, venu du Maghreb, qui donnera aux représentants juifs, aux représentants de la loi mosaïque, le choix entre l'exil, la conversion ou la mort. Et beaucoup prendront le chemin de l'exil. Une partie viendront en Languedoc-Provence, que l'on appelait Provincia au Moyen-Âge. D'autres préféreront le versant oriental, comme la famille Maïmonide, qui s'installera un temps à Fès, ville d'ailleurs jumelée avec Montpellier, puis à Fousta, et aujourd'hui Maïmonide est enterré à Tibériade, ville d'ailleurs jumelée avec Montpellier. Et Maïmonide, effectivement, un grand lettré andalou, entretiendra des liens avec ses coreligionnaires languedociens, non pas par téléphone ou réseaux sociaux ou internet, mais par voie épistolaire, et on a des traces de lettres envoyées par le maître de Cordoue, alors médecin du ministre de Saladin, au fils Thibon, pour l'aider à traduire le Moré Nevuchim. Et d'ailleurs, il s'énerve dans l'un de ses courriers sur les questions
que lui pose Samuel Ibn Tibbon quant à sa traduction. Et il lui répond vertement, si on t'a désigné pour me traduire, comment peux-tu me poser des questions aussi sottes ? Mais finalement, il va bien s'atteler à sa tâche, puisqu'il va traduire de l'arabe en caractère hébreu en hébreu cet ouvrage monumental du judaïsme. Vous aurez donc compris que ce Moyen-Âge est effervescent pour le monde juif. Malheureusement, l'expulsion de 1306, à l'été 1306, va mettre un terme. Première expulsion des Juifs du Royaume de France par Philippe le Bel. Ils seront rappelés en 1322, réexpulsés en 1345, réautorisés à venir en 1360, puis 1394, expulsion définitive des Juifs du Royaume de France par Charles VI. Et à cette date, et en théorie seulement, il n'y aura plus de Juifs jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'à la Révolution française d'abord. La France, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est le premier pays en Europe à octroyer des droits égaux à tout un chacun, et les Juifs vont en bénéficier. La France qui a beaucoup apporté au judaïsme, la France qui expulse tôt ses Juifs, un siècle après l'Angleterre, un siècle avant l'Espagne et le Portugal, mais la France qui va effectivement beaucoup donner aux Juifs par la Révolution, par les consistoires napoléoniens. Et aujourd'hui, vous avez la première communauté juive d'Europe et la deuxième au monde après les États-Unis d'Amérique. Mais ayez toujours à l'esprit que les Juifs, ce n'est jamais plus que 1% de la population, Israël mis à part. L'expulsion du XIVe siècle va mettre un terme à ces judaïcités occitanes, mais des traces subsistent qui ont été passionnantes à rassembler dans ce petit ouvrage et que je me propose de vous présenter, sans m'attarder, des figures les plus paradigmatiques, les plus emblématiques. Et aborder également la présence à Montpellier de Maran, de chrétiens à la ville, juifs à la maison, en résumé, de juifs qui ont préféré la conversion à la loi chrétienne, plutôt que de prendre le chemin de l'exil. Puis, nous finirons avec la période contemporaine, et notamment la Seconde Guerre mondiale, entre lumière et ombre. J'ai choisi de mettre en lumière, effectivement, des exemples de courage, d'abnégation, de générosité de populations languedociennes, et notamment de nombreux protestants, qui peut-être avaient dans le rétroviseur de l'histoire les persécutions au moment des guerres de religion par leurs frères, monothéistes, chrétiens, catholiques, et qui ont tendu la main à ces juifs ostracisés, pourchassés par les nazis et leurs complices zélés du régime de l'État français de Vichy. Donc l'âge d'or du judaïsme médiéval, dans un premier temps, mérite que l'on s'y attarde, pas trop longuement, pour présenter quelques figures exceptionnelles qui ont marqué son histoire. Alors, des vestiges archéologiques évoquent cette lointaine présence, la pierre tombale de Narbonne, quartier juif par exemple à Pézenas. Nous avons également à Béziers, deux implantations juives, dont l'une dans le bourg Saint-Félix et l'autre près de la cathédrale. C'est un judaïsme provençal, mais ayez à l'esprit que nous englobons Languedoc-Provence, qui est distinct de celui du Nord, celui de Tsarfat. On parlait tout à l'heure de Tsarfati, qui signifie en hébreu le français, Tsarfati, qui désigne la France du Nord, et aujourd'hui la France dans son ensemble, et Montpellier, est différent aussi de Séfarade, qui en hébreu veut dire Espagne. Séfarade, Ashkénaze, les Juifs portent les noms des deux pays qui les ont les plus persécutés, l'Espagne médiévale, l'Espagne chrétienne médiévale, et l'Allemagne hitlérienne. Ce judaïsme languedocien distinct de Tsarfat et de Sfarad va être particulièrement fécond au XIIe et au XIIIe. Ces lettrés sont versés en études traditionnelles bibliques et talmudiques depuis la fin du Xe et s'ouvrent à d'autres horizons dans la deuxième partie, effectivement, du XIIe siècle, et se prennent d'engouement pour Maïmonide, qui offre une nouvelle perception du judaïsme. Et on va voir tout à l'heure des affrontements violents entre ces deux courants judaïques, chaque courant étant sincèrement convaincu d'œuvrer dans l'intérêt de la religion d'Israël. Mais, n'arrivant pas à accorder leur violon, les monarques français vont les mettre d'accord en les expulsant au XIVe siècle.
Nous avons beaucoup d'éléments grâce au voyageur itinérant Benjamin Tudel dont je parlais tout à l'heure, témoignage incontournable, cité invariablement, et nous avions reçu il y a 2-3 ans le recteur de la mosquée de Paris, David Boubaker, pour une conférence sur Benjamin Tudel. C'est d'ailleurs lui qui avait proposé le sujet, qui montre effectivement sa culture, son érudition et sa volonté de passerelle entre juifs et chrétiens en France en ce moment. Ce témoignage incontournable, ce fameux Sefer Massaot, le fameux carnet de route, ce rabbin nourrit un judaïsme brillant venu de Navarre, entendait répertorier, recenser les communautés juives existantes en diaspora. Il est parti de l'Espagne du Nord, il a visité le Bas-Languedoc, le comté de Provence, l'Italie, Constantinople, l'archipel, Rhodes, la Terre Sainte, Damas, et serait allé jusqu'en Perse, peut-être même jusqu'en Chine. Ça, c'est peut-être plus difficile à démontrer. En tout cas, il a été le premier, un siècle avant Marco Polo, à mentionner la Chine. Il s'intéresse à la diaspora juive médiévale et en donne un tableau coloré pour la deuxième moitié du XIIe. Il décrit les différentes judaïcités du Languedoc-Provence, et notamment, il souligne, par exemple, l'activité portuaire et commerciale de Montpellier. Vous savez, qui est un carrefour civilisationnel où il y a effectivement de grands échanges. Et les chiffres qu'il donne sont à prendre avec des précautions, mais en tout cas, il nous brosse un tableau assez émouvant. Citons un bref extrait. De là, on parle de Gérone, où existe une petite communauté juive à Narbonne, il y a 3 journées de marche. Cette ville, Narbonne, est connue depuis longtemps par sa science. C'est d'elle que sortit la Torah, la Bible hébraïque, pour se répandre dans tous les pays. On y trouve de grands savants et des princes à la mémoire bénie, à la tête desquels est Rabbi Kalonimos, fille du grand prince Théodore. À leur tête, on trouve aussi Rabbi Avraham, chef de l'école talmudique, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, etc. Il y a à Narbonne environ 300 juifs. De là à Béziers, il y a 4 parasanges, c'est l'équivalent d'une lieue. On y trouve une communauté d'érudits, à sa tête Rabbi Shlomo Alafta et Rabbi Yosef, fils de Rabbi Nathanaël, de mémoire bénie. De là, il y a 2 journées pour le mont Gaash, entendez donc Montpellier, lieu de prédilection pour le commerce, à environ 2 parasanges de la mer. On y vient de toutes parts pour le commerce, on vient d'Édom, c'est-à-dire les pays chrétiens, d'Ishmaël, pays musulmans, d'Algarve, Portugal, etc. De toutes les contrées, on y vient pour le commerce par l'intermédiaire des gens de Gênes et de Pise. On savait que Montpellier commerçait avec Gênes et Pise. On trouve à Montpellier des gens érudits, et il cite les différents sages et rabbis. De là, 4 parasanges pour atteindre Lunel, où vit une grande communauté juive, étudiant la Torah nuit et jour. Là vit aussi le rabbin Meshulam, le grand maître entouré de ses 5 enfants, qui sont de grands savants, possédant une grande fortune. Leurs noms sont Rabbi Yosef, Rabbi Yitzhak, Rabbi Jacob, Rabbi Aaron et Rabbi Asher le pharisien. Il y a à Lunel une communauté juive d'environ 300 personnes. De là, il y a 2 parasanges pour Posquière. Posquière, ça ne vous dit peut-être trop rien aujourd'hui, mais sachez qu'il s'agit de la ville de Vauvert, où les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité sont apparus, au XIIe. Donc, effectivement, la Kabbale, pas la Kabbale de Pic de la Mirandole, pas la Kabbale de Madonna, mais le mysticisme juif. Kabbalah en hébreu veut dire réception, recevoir. Le mysticisme juif, non pas l'ésotérisme, mais le mysticisme juif, est né quelque part en Languedoc. Et nous savons qu'à sa tête, à la tête de la communauté, il y avait le fameux Rabbad, qui est l'acronyme de Rabbi Avraham ben David de Posquière et de son fils Isaac l'aveugle. Et c'est grâce à eux, c'est à eux que l'on doit les premiers documents kabbalistiques. Pourquoi ? Le XIIe siècle était un siècle de renaissance dans les milieux chrétiens qui influencent le monde juif. Et donc on couche noir sur blanc des traditions anciennes. Et c'est un carrefour civilisationnel, évidemment, cette Méditerranée, ce Languedoc-Provence. Et aujourd'hui, si vous allez dans la petite cité de Vauvert, vous y découvrirez une rue des Juifs. Benjamin de Tudel a évoqué des Juifs locaux pour Lunel.
venus de Grenade. Il y a d'abord, ceux-ci ne sont pas de souche grenadine, mais tout de même, la famille Meshulam, le père est un mécène averti, et les fils sont ouverts aux sciences et au mysticisme. Rabbi Meshulam ben Jacob de Lunel est un érudit polyvalent à stature exceptionnelle qui dirige une école qui produit des hommes distingués. Il est d'ailleurs cité par Binyamin de Tudela, ainsi que Judas ibn Tibon. Retenez ce nom car on va revenir souvent sur ce personnage et sur sa descendance. Tibon en arabe veut dire la paille, qui vient de Grenade au XIIe et qui, sur la demande de Meshulam, traduit l'ouvrage de Baya ibn Pakuda de l'arabe en hébreu, ainsi que des œuvres de Saadia Gaon et de Yehuda Halevi. En fait, la communauté existante à Lunel, qui est moins versée dans des sciences extra-juives, sollicite les juifs andalous. Vous êtes intellectuels, enseignez-nous, instruisez-nous. Notre Meshulam eut 5 fils tournés vers les sciences profanes et d'autres vers le mysticisme. Nous pouvons citer effectivement Joseph, le grand-père de l'anti-maïmonidien bien connu Abba Mari de Lunel, qui interviendra dans l'une des querelles maïmonidiennes. On a également la figure de Jacob, qui était un nazir c'est-à-dire un ascète. La pratique de l'ascétisme avait disparu depuis l'Antiquité et l'époque de l'Israël biblique, mais il y avait au Moyen-Âge certains ascètes qui effectivement sont restés dans l'histoire. Le pratique de ces groupes effectivement est intéressant, mais on n'avait pas le temps de développer. En tout cas, le rôle du père Meshulam dans la traduction de l'arabe en hébreu fut primordial. C'était un érudit, un talmudiste éminent, et il a effectivement joué un rôle majestueux dans la transmission du savoir. Le nazir ou nazaréen est ce personnage dont parle la Bible, qui avait fait de chasteté, de s'abstenir des plaisirs de la vie, de vin, d'alcool et de coupe de cheveux. On a cru l'institution éteinte avec la chute du temple de Jérusalem, dont l'absence rend impossible certains rites de pureté. Le vocable de Parus était également employé pour désigner l'ascète. Parmi d'autres lettrés locaux, Jonathan ben David à Cohen, qui a vécu au XIIe siècle, il aurait entretenu depuis Lunel une correspondance avec Maïmonide. Il a reçu effectivement une lettre du rabbin intitulée « Réponse aux sages de Provence », que beaucoup comprennent comme des sages de Provence-Côte d'Azur, mais là il s'agit bien de Lunel et de Montpellier, et donc du Languedoc. Un réfugié andalou à Lunel, dont je mentionnais le nom à l'instant, Judas ibn Tibon, qui vécut entre 1120 et 1190, il est né en 1120 et il a fui l'intolérance almohade, qui, comme je vous le précisais tout à l'heure, a déferlé d'Afrique pour défendre l'islam ibérique contre l'entreprise de la reconquête. Il s'installe, notre andalou, dans l'Hérault, il est hébraïsant, arabisant, et il va œuvrer avec Meshulam à la transmission du savoir et traduira quelques-uns des ouvrages essentiels de la brillante littérature judéo-arabe. Remarquable insertion que celle de ce juif andalou de mœurs et de culture, qui, dans un milieu juif occitan incitatif, vite séduit par l'apport culturel neuf que pouvait représenter l'arrivée dans une petite communauté juive d'un tel lettré multilinguiste, va effectivement s'avérer être révolutionnaire. Judas est le père des traducteurs, et il transmet ses livres à son fils unique, Samuel, et il s'exprime ainsi en Pays d'Oc vers 1180. Tous les premiers du mois examine tes livres hébreux, et tes livres arabes tous les 2 mois, les livres reliés. Arrange tout en bon ordre afin de ne pas te fatiguer à chercher un livre lorsque tu en as besoin. Sache dans quelles armoires tu les as inscrits. Ne perds rien de ce que je t'ai laissé. Étudie soigneusement et constamment le catalogue de tes livres. Ne refuse point de prêter tes livres à quiconque n'a point la possibilité d'en acheter un, mais assure-toi qu'il te le rendra. Recouvre les armoires d'un tapis qui leur fera une couvrure de bon ton, préserve-les de l'eau, des souris et de tout dommage, car elles sont ton véritable trésor.
Je t'ai fait honneur en multipliant les livres, ainsi tu n'as pas besoin d'en emprunter. Enfin, pour clôturer ce message paternel intemporel, qui ne concerne pas seulement l'entretien quotidien des langues savantes, l'hébreu et l'arabe, ne fais pas bombance dans les banquets et respecte les règles de la diététique arabe. Le fils de Juda ibn Tibon, Samuel, n'a pas démérité, même s'il fut morigéné par son père, car il eut tout de même l'insigne honneur de traduire le guide des égarés. Nous préférons le terme de perplexe, car égaré, on a perdu son chemin, mais perplexe, on n'a pas encore choisi quel chemin. C'est une formule qui faisait beaucoup sourire Georges Frêche, préférait lui aussi le terme de guide des perplexes. Les savants et les érudits de ce pays, et à leur tête Rabbi Yonatan HaKohen, c'est l'introduction de Samuel au fameux guide, et les autres sages de la ville de Lunel, mon lieu de résidence, ont entendu la renommée de ce livre qu'ils désirèrent faire venir d'Égypte. Ils demandèrent par lettre au grand maître, le philosophe divin et le pur diadème à la tête de notre exil, notre maître Maïmonide, que Dieu le préserve, fils de son honneur le grand Rabbi Maïmoun, de leur envoyer un exemplaire de préférence traduit ou même non traduit. Lorsqu'il arriva non traduit, ayant pris connaissance d'une partie de son contenu, leur enthousiasme redoubla et le désir les poussa à vouloir le traduire, même au prix d'efforts considérables, et ils m'implorèrent de le traduire pour eux, selon mes possibilités. D'autres voyageurs fondamentaux espagnols en terre d'oc. Avraham bar Yahya, qui vécut entre 1065 et 1145. On lui doit effectivement un traité de mesure des surfaces et des volumes, des questions d'ordre philosophique, théologique et scientifique. Avraham ibn Ezra, on lui doit un traité de grammaire, en hébreu Moznei Leshon HaKodesh, la balance de la langue sacrée, et un ouvrage sur les nombres, le Sefer HaMispar, le livre des nombres. Il se rend en Provence en 1147, où il sera accueilli comme un héros culturel, puis pour le nord de la France. Le XIIIe siècle, languedocien à Montpellier. Dans les milieux juifs, vous n'êtes désormais pas sans savoir que l'on appelait Montpellier la montagne close, la montagne du tremblement, la ville de la montagne du temple. On signale souvent les usages religieux de Montpellier et son rituel, ou Marzor Montpellier. Et voilà une occasion, une parenthèse que j'ouvre, une belle visite que vous pouvez faire aux archives municipales de la médiathèque Émile Zola pour découvrir l'un des plus anciens manuscrits montpelliérains. C'est un Marzor, ce qui signifie en hébreu cycle des de prières des grandes fêtes du calendrier lunaire hébraïque. Il a été acquis par la ville en 2008, par la ville de Montpellier en 2008. Il a souligné la lucidité de la municipalité depuis 85 jusqu'à l'actuelle municipalité dans la volonté de préserver cet héritage hébraïque conséquent. Donc on n'a pas seulement un mikvé, mais on a aussi un Marzor à Montpellier. Il est daté de la fin 14e, début 15e. Il est donc contemporain de l'exil des Juifs dans le comte avenessin. Quand ils sont expulsés en 1306, ils vont en Espagne, où là ils seront expulsés en 1492. Mais en 1394, ils vont essentiellement dans le comte avenessin, où ils seront protégés par le pape, qui les frappera d'infamie dans l'habitat notamment, mais qui leur permettra d'avoir la vie sauve. Mais on ne retrouvera pas, effectivement, ils ne pourront pas pratiquer des métiers, ils n'auront pas une liberté de pensée aussi grande que dans le Languedoc médiéval. Ils vivront chichement, mais ils auront la vie sauve jusqu'à la période, jusqu'au 19e, où, avec leur attachement du comtat à la France, ils pourront sortir des carrières, et le nom comtadin du ghetto. Et d'ailleurs, à Montpellier, on ne peut pas employer le terme de ghetto, ni dans le Languedoc. Pour ceux qui ont déjà entrepris une balade dans la belle ville de Pézenas, vous avez pu voir peut-être inscrit à l'entrée ghetto,
je crois du 14e, 13e, 14e siècle. Alors, c'est pas tout à fait faux quand on se représente ce qu'est un ghetto, mais quelque part, c'est faux pour deux raisons. D'abord, c'était un quartier ouvert à l'habitat judéo-chrétien mêlé, ce n'est pas un quartier circonscrit. Et puis, c'est également faux parce que le ghetto est un terme impropre postérieur, puisqu'il apparaît au XVIe à Venise. Ça vient de l'italien getto gettare, qui signifie fonderie. Et donc, c'est anachronique et impropre. Mais c'était la rue centrale des Juifs. Oh, il n'y en avait pas beaucoup, juste une quarantaine. Mais vous avez une rue judaïque, vous avez une rue des Juifs, une rue hébraïque à Pézenas. Depuis que les Thibonides se sont installés au début du XIIIe, Montpellier constitue un haut lieu de la culture nouvelle. La majeure partie de la communauté montpelliéraine se range du côté des Thibonides et se presse au sermon, où les péripéties de la vie des patriarches, dont la lecture naïve avait toujours mis en valeur la dimension historique en premier lieu, sont interprétées à présent sur un mode allégorique. Il y règne un état d'esprit élitiste, propre à ces intellectuels rationalistes, penseurs intéressés par la spéculation, et soucieux en défendant les sciences d'être au diapason de leurs frères chrétiens. C'étaient des intellectuels, nous dirions aujourd'hui, tort d'avoir raison trop tôt, qui effectivement pour le judaïsme avaient peut-être de l'avance, mais en tout cas qui ont permis à Montpellier de rester à la postérité au niveau de la civilisation juive. Car si certains rabbins, lors des controverses maïmonidiennes, ont mis en avant des disputes entre juifs, d'autres ont préféré, comme avec une caméra, zoomer d'un peu plus loin et voir qu'au-delà de ces disputes entre rationalistes et rigoristes, c'est en fait deux branches du judaïsme qui s'affrontent, et la conciliation de la foi et de la raison commence un petit peu à titiller le monothéisme, juif, chrétien et musulman, Averroès, puis saint Thomas d'Aquin un siècle plus tard. Et donc, certains historiens, comme Toiti ou Moabia, ont préféré mettre en avant que ce n'est pas fortuit si Montpellier a été le terrain d'une effervescence intellectuelle au sein du judaïsme. Et d'une dispute entre juifs autour de la foi et de la raison. Finalement, ce sont deux tendances judaïques qui se confrontent pour faire avancer effectivement la foi. Ces intellectuels rationalistes sont donc actifs dans la littérature hébraïque, dans cette provincia, c'est-à-dire l'ère où le provençal sert aux juifs de langue vernaculaire. Ce sont surtout les Occitans qui ont mené à bien l'entreprise du legs judéo-arabe, et c'est à Montpellier que va éclater à deux reprises le conflit entre partisans et adversaires du maître de Cordoue. La pensée maïmonidienne en terre d'oc. Maïmonide, dans son fameux Moreh Nevuchim, se montre disciple d'Aristote et des Arabes, rationaliste et allégoriste, ingénieux, ennemi des fausses sciences du Moyen-Âge que sont la magie et l'astrologie. C'est d'un chef-d'œuvre écrit en arabe avec des caractères hébreux. Et il va être traduit à Montpellier en hébreu. De l'arabe avec des caractères hébreux en hébreu. Pourquoi a-t-il été écrit en arabe avec des caractères hébreux? Parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'écrire en arabe. Donc, effectivement, il a été écrit avec des lettres hébraïques, et Samuel Thibon va le traduire de l'arabe en caractère hébreu en hébreu. Il finit de le traduire le 30 novembre 1204 à Lunel. Il faudra 26 ans pour que l'ouvrage, effectivement, soit véhiculé dans les différentes communautés, dans les différentes familles, et que les gens s'en imprègnent. Et 26 ans plus tard, il y aura effectivement des disputes autour de la pensée maïmonidienne, concilier la foi et ou la raison. Engouement local dans les collectivités juives languedociennes pour la pensée rationalisante. Un succès immédiat, irrésistible. Et pourtant, on est avant l'imprimerie, donc c'est dur de se procurer un exemplaire. Citons Samuel qui, dans son traité sur l'exégèse allégorique du Guide intitulé « Que se rassemblent les eaux »,
Mahamam Ikayu Hamaim, qui est emprunté à la Genèse, s'efforce de concilier conception aristotélicienne et tradition rabbinique. Je le cite, notre nation ignore complètement les vérités, au point que nous sommes devenus, à cause de cette ignorance, un objet de raillerie dans la bouche des autres nations. Alors, cela ne va pas aller sans conséquence. De telles tendances jugées dangereuses jettent l'alarme parmi les orthodoxes et provoquent de vives réactions des esprits conservateurs soucieux de l'intégrité de la religion et de la tradition juive vont s'effaroucher et violemment porter le débat jusque devant les instances chrétiennes. Clivage et scission se creusent, polémiques et controverses enflent, et nous aurons effectivement des excommunications. En premier temps, en 1230, Montpellier, entre 1200 et 1349, est sous la couronne d'Aragon et de Majorque. Les autorités rabbiniques de Montpellier, avec sa tête Rabbi Abba-Mari Ayalchi, pardon, non, ça c'est pour la deuxième. Salomon, autant pour moi, Salomon ben Abraham, rabbin de la communauté juive de Montpellier, sollicite les autorités rabbiniques du Nord, les dominicains, ainsi que le cardinal Romanus, chargé de réprimer l'hérésie cathare, pour condamner de tout son poids le fameux guide. L'histoire ne dit pas s'il a été brûlé, mais en tout cas, il a été détruit à Montpellier en place publique, au Moyen-Âge. Voilà pourquoi l'Institut Maïmonide porte le nom de Maïmonide. C'est pour apporter le pardon à Maïmonide des souffrances commises. Première tentative fructueuse avait déjà été impulsée dans les années 80 avec le jumelage de Tibériade. Car si Montpellier est jumelé avec Tibériade, c'est pas seulement parce que Montpellier et Tibériade sont peut-être deux villes saintes, en tout cas Tibériade c'est l'une des 4 villes saintes du judaïsme, mais c'est parce que Maïmonide lie Tibériade et Montpellier. Voilà pourquoi Tibériade a été choisi en Israël. C'est que la dépouille de Maïmonide aurait été transportée à Tibériade, la ville de Tibère, même s'il est mort à Fousta, et qu'il y a eu des controverses autour de Maïmonide à Montpellier, et que ses écrits médicaux ont été enseignés à la faculté de médecine, et qu'il a envoyé une lettre aux sages de Montpellier. Donc, s'il n'a pas mis les pieds, apparemment, dans la ville de la montagne, en tout cas, sa pensée était omniprésente. Donc, première controverse. Deuxième controverse au début des années 1300. Cette fois-ci, c'est donc notre lunélois, le rabbin Abba-Mari Ayalchi, le rabbin Abba-Mari le lunélois, qui sollicite cette fois les autorités rabbiniques de Barcelone. Et effectivement, il interdit de tout son poids l'étude de la philosophie aux jeunes gens, aux jeunes garçons avant l'âge de 25 ans. Pour les filles, c'est prohibé, car cela les détourne de la loi d'Israël qui transcende la sagesse grecque. Bref, il y aura des excommunications, des contre-excommunications, des bances, des contre-bans, jusqu'aux expulsions de 1306 et 1394. Mais c'est grâce à cette famille exemplaire, andalouse, que des transferts culturels sans précédent sont opérés. Et Montpellier est au cœur de cette ère culturelle. Elle a connu un siècle aragonais et majorquais tolérant. Judas ibn Tibon, son fils Samuel, mais cette brillante famille, ce beau lignage, s'étale sur 4 générations de savants. Et il y a notamment, parmi les descendants, le fils de Samuel, Moïse, ibn Tibon, rationaliste, pro-maïmonidien, qui est resté à la postérité, effectivement, par ses traductions, notamment en médecine, antique, arabe et juive d'expression arabe. Il a traduit Hippocrate, Rhazès, Avicenne, son gendre Jacob Anatoli également, jusqu'au dernier, Jacob ibn Makir ibn Tibon, ça c'est en hébreu, plus connu sous le nom de Profasius Iudeus à Montpellier, en latin, ou Don Profiat en occitan, qui a échangé des recettes médicinales avec son confrère chrétien Armand Goblet, neveu d'Arnaud de Villeneuve, pour soigner les maux de rein par l'application du signe zodiacal du lion.
Et donc, effectivement, cela démontre la porosité entre les frères aînés monothéistes, entre juifs et chrétiens, porosité pas seulement dans les sciences, mais aussi dans l'architecture, puisque le mikvé de Montpellier a été fait par des architectes chrétiens. Il me reste combien de temps? À peu près. 2 heures. Jacob ibn Makir ibn Thibaud. On peut citer également Estori Parri, qui a vécu en Provence, qui, à l'instar du dernier des Thibonides, va jouer un rôle éminent en matière astronomique et médicale. On avance donc un petit peu dans le temps, car je veux aussi traiter la période contemporaine. Je ne reviens pas sur Abba Mari Ayalri, l'instigateur à Montpellier de la seconde polémique. En tout cas, effectivement, lors de l'expulsion, il aura de grands remords et de grands regrets, jusqu'à dire que ce sont peut-être ces disputes qui ont provoqué, d'un point de vue symbolique, l'expulsion, l'exil juif de Montpellier. Mais il n'est pas le seul à battre sa coulpe, ou en tout cas à pleurer sur la perte de la montagne Pestelario. Nous avons également Durand de Lunel, qui pleure sa petite Jérusalem de la ville du monde. Alors Durand, c'est un nom juif, au cas où vous ne le sauriez pas. Effectivement, Durand, il y a même des Dupont juifs. C'est pour vous dire, vous faire sourire, les juifs n'ont pas de nom. Les juifs se définissent ainsi, un tel, fils d'un tel, une telle, fille d'une telle. C'est d'ailleurs très beau, on se définit par rapport à l'ascendance. Et donc, au fil du temps, de leur pérégrination, des contrées qu'ils ont côtoyées, ils ont porté les noms de leur métier, de leur M. Narboni, de leur métier, M. Einstein, qui travaillait la pierre, M. Zitoun, qui travaillait les olives au Maghreb, etc., M. Lévi-Strauss, M. Levinson. Donc, on leur a donné des noms. Mais effectivement, nous avons également des Durand juifs, mais Durand sans D. Durand de Lunel pleure en novembre 1306 sa petite Jérusalem, dans une pièce de prose rimée. Durand de Lunel pleure sa petite Jérusalem de la ville du Mont, ce monde délice de Dieu où il a bâti une demeure pour y résider, entouré des remparts de la justice et de la foi. Alors, il parle des remparts de Montpellier dont il ne subsiste que la tour des Pins, la vieille porte et la tour de la Babotte. J'entendis une voix céleste sortir du mont Horeb, entendez Montpellier, du mont de Dieu. Elle gémissait comme une colombe, elle pleurait l'époux aimé de sa jeunesse. Ses mains puissantes avaient élevé un refuge et une forteresse. Il avait construit une maison en Israël. J'écoute la voix. Elle me répond. Quelle est ta plainte? J'ai vu la confusion des enfants d'Israël, la terre qui tremble, Satan qui accuse à droite. Grand mont de Montpellier, des pierres duquel ont été extraits des joyaux, et où repose l'or, mont que Dieu a aimé, palais où il avait établi sa demeure. Les sciences exultent dans ses rues. Sur ces demeures, des troupeaux de sages se nourrissent d'exégèses, de Talmud et de Mishnah. Où fuiras-tu pour trouver une aide? Où iras-tu? Le mont Moria a été arraché de sa place. Il fait un parallèle avec la perte pour ses aïeux de l'Israël antique, du mont Moria. Où irons-nous? Etc. Un chagrin assez émouvant que nous avons décidé de reproduire à rue Baralery en un extrait sur les vitrines historiques explicatives. Il y a d'autres, effectivement, poètes qui se sont exprimés sur cette expulsion qui a été, effectivement, qui a marqué fortement les juifs français et hexagonaux, on dirait aujourd'hui les juifs français. On parle beaucoup de l'expulsion des juifs d'Espagne, mais pour les juifs français, ça a été aussi un traumatisme, comme vous pouvez bien évidemment l'imaginer. Un converti montpelliérain engagé dans les disputes judéo-chrétiennes, Paul Chrétien a effectivement défendu le christianisme face au judaïsme lors de la dispute de Barcelone. On n'a pas le temps d'y revenir, c'était une dispute qui était organisée pour démontrer la primauté de la foi chrétienne sur le monde juif, donc pour démontrer que le Vérus Israël, le vrai peuple juif, c'est le christianisme et non plus le judaïsme. Et donc Paul Chrétien, qui est un juif apostat, Pablo Christiani, va avoir maille à partir avec le rabbin Nachmanide
ou de son nom catalan Bonastrux Saporta, qui défendra tellement bien le judaïsme qu'il aura la vie sauve et qu'on lui permettra de s'exiler en Terre Sainte. Il ira vers la terre d'Israël, et d'ailleurs, dans ses écrits, il parlera « Je perds ma patrie, mais je me dirige vers ma matrie ». C'est assez joli. Paul Chrétien. Paul Chrétien, qui est originaire de Montpellier. On peut citer également Aryeh Harari. Alors, Harari, ça veut dire en hébreu « l'homme de la montagne ». Il vivait à Montpellier, c'est un poète liturgique qui est loué par Avraham Bedersi de Béziers. On peut citer le traducteur Salomon ben Moïse de Moguio, qui a vécu vers la fin du XIIIe siècle. Il y avait des juifs à Moguio, des juifs à Latte, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Salomon Harari, qui recopie en prison en 1389 le petit livre des préceptes. On est quelques années avant l'expulsion définitive des Juifs du royaume de France par Charles VI. Et à la fin de cette période, les Juifs ne sont pas cloisonnés, bien que ce n'était pas un ghetto, dans le quartier de la Baralerie, mais rue de la Vieille Intendance, où nous avons la dernière implantation d'une synagogue pour la période médiévale. Car je ne vous ai pas dit tout à l'heure, pour ceux qui ne sont pas venus au Mikvé, que Montpellier possédait 2 quartiers juifs pour la période médiévale, le quartier dit de la Baralerie, rue de Baralerie, rue du Puy-des-Esquilles, Ratte, du Palais, Figuier, Castelmauton, Vieille Intendance, bref, le plus beau quartier de Montpellier, le quartier des antiquaires et des avocats. Ils étaient dans le fief des Guillem, dans le fief seigneurial des Guillem. Les Guillem en avaient besoin d'un point de vue économique et politique. Deuxième quartier juif se trouvait dans la partie épiscopale de l'évêque de Maguelone, où là, ils avaient effectivement une protection toute relative, protection à certains moments, car Jésus était juif, persécution à d'autres, car Judas aussi était juif. De nombreux étudiants à la fin du XIVe juifs étudient à Montpellier. Pas le temps de nous y attarder. Des juifs dans la ville fort ancienne de Latte, notamment Isaac de Latte, qui a étudié à Barcelone et à qui l'on doit un traité sur l'estomac, ainsi qu'un autre traité sur les fièvres, traité d'Isaac de Latte. Bonnet de Latte, qui appartient plus au comté de Provence qu'au Languedoc. Posquière et ses mystiques. Je vous disais tout à l'heure que la Kabbale est née quelque part non loin de Posquière, et c'est vrai, les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité émanent au Moyen-Âge de rabbin Avraham ben David de Posquière et de son fils Isaac l'aveugle. Il y avait une grande école rabbinique ouverte aux savants venus de toute l'Europe, et Benjamin Tudel parle d'ailleurs d'un gros bourg situé à 2000 de lunaire, école fréquentée par de nombreux élèves provenant de lointains pays. Nous devons au rabbin Avraham fils de David, une critique du Mishneh Torah de Maïmonide, ainsi que des responsa en matière de législation religieuse, sous le titre Tumat Yesharim. Son fils Isaac l'aveugle est considéré comme le père de la Kabbale. Citons également Asher ben David ben Avraham de Posquière et Menachem ben Siméon de Posquière. À Béziers, Avraham de Béziers, Yedaya Hapnini, grande figure qui est inscrite dans la controverse maïmonidienne comme pro-maïmonidien. Il a résidé quelque temps à Montpellier, ville qui abritait la communauté la plus importante et la plus riche, nous disait-il, en hommes de talent, en savants juifs. On lui doit le Bechinat Olam, l'examen du monde, et c'est l'une des figures les plus emblématiques de l'Occitanie médiévale. Moïse ben Avraham de Nîmes, également, et pour la cité de Narbonne, comment ne point nommer évidemment le lignage des Kimri, qui, comme les Tibones, viennent d'Andalousie. Joseph a 2 fils, Moïse et David restera la postérité, son acronyme Radak, grâce à son fameux Sefer HaShorashim, le livre des racines,
resté à la postérité sous l'appellation le prince des Grammairiens. Citons également Lévi ben Abraham de Villefranche de Conflans, et pour Perpignan, une autre grande figure pro-maïmonidienne, le fameux Meiri, adepte de la philosophie maïmonidienne, auteur modéré. Il a été le premier penseur juif à extraire les chrétiens de la catégorie des idolâtres. On lui doit le fameux livre Kiryat Sefer, et il est originaire de Narbonne et de Carcassonne. Il a ressenti la douleur des expulsés juifs de Montpellier avec une grande intensité, puisque beaucoup vont s'établir dans la ville de Perpignan. Moïse Narboni, Joseph ibn Caspi de l'Argentière. Caspi vient de l'hébreu Kesef, qui signifie argent. Lévi ben Gershom ou Gersonide de Bagnols-sur-Cèze. Il y avait une grande figure rabbinique dans la cité de Bagnols-sur-Cèze, toujours en Languedoc-Roussillon. L'expulsion met un terme au judaïsme à Montpellier et dans ses voisines. Cependant, une partie de la communauté, ne désirant point prendre le chemin d'exil, décide d'embrasser la foi chrétienne, dans un premier temps d'être chrétien officiellement et juif officieusement. C'est ce que l'on va appeler les maranes. En Provence, on parle de néophytes, de nouveaux croyants. Et nous avons un document assez important grâce à l'éminent historien Manuel Leroy-Lézurie, dans son ouvrage non moins monumental sur les Platères, où il parle de mœurs pour les moins étranges. Depuis 1394, plus de juifs dans le royaume de France. Ceci dit, nous avons certains exemples à Montpellier avec les Catalans et les Saporta. Félix Plater quitte Bâle et vient étudier à Montpellier. Il va être hébergé par la famille Catalan, Laurent Catalan, qui se trouve au niveau des Halles Castellanes d'aujourd'hui. L'auteur offre une série de tableaux d'un grand intérêt sur la vie quotidienne de la famille Catalan, chez qui loge Félix Plater, dont le nom évoque naturellement, vous l'aurez compris, les racines aragonaises. On y relève les menus servis par Laurent Catalan, qui semble respecter la diététique juive. Le porc en est absent, et toute la cuisine est faite à l'huile. Alors, vous savez que dans le judaïsme, on ne mélange pas les mets carnés et les mets lactés. Je cite, « La viande de cochon reste interdite chez le maran catalan, logeur apothicaire de Félix, et cachère jusqu'au bout des ongles. En 1553 naît un fils catalan, qui sera circoncis en secret, puis baptisé publiquement. » Par la force des choses, ils font du syncrétisme, mais en tout cas, effectivement, c'est assez intéressant de souligner ces mœurs pour le moins pas très catholiques. Notre famille est restée à la postérité, la famille Saporta. Alors, il y a une branche effectivement à Montpellier et à Latte. L'origine des Saporta, grâce à Hugues-Jean de Dianou, serait de Saragosse, de Monzón, de Lérida ou de Huesca. Ils appartiennent bien à un réseau maran, rameau fixé en Languedoc et qui s'installe également en Provence, puisque vous avez à Aix-en-Provence la rue Gaston de Saporta. Antoine Saporta étudie la médecine à Montpellier, lorsque Rabelais y fait des séjours studieux. Et Félix Plater l'a eu d'ailleurs comme patron, et on parle de piston marane. Le piston marane, c'est quoi ? Plus exactement judéo-catholique, voire judéo-protestant, a joué un rôle important. Le patron officiel de Félix en termes universitaires, autrement dit son tuteur et conseiller permanent, son père intellectuel, officiellement reconnu par les autorités locales, sera le docteur et doyen Antoine Saporta, ami de Rabelais, petit-fils d'un médecin juif émigré de Lérida. Antoine Saporta, marane par filiation, par alliance familiale ou conjugale et par amitié diverses, a des sympathies protestantes. Félix, dès son arrivée, bénéficie de chaleureuses recommandations de son logeur apothicaire Laurent Catalan, lui aussi marane, avec des sympathies luthériennes. Une connexion filiation marano-protestante fonctionne donc sans trop se dissimuler de Bâle à Montpellier. Que je voulais dire ce soir devant vous, vous l'aurez compris. On peut citer aussi la famille Falco,
Les noms comme Catalan, Saporta, Destiendorf en Provence, Grimaldi sont des marins. Grâce à mon ami Alain Jansac, qui est l'un de ceux qui a redécouvert le mikvé de Montpellier, ancien architecte en chef de la ville de Montpellier, il m'a été donné donc de me pencher sur une conversion d'une juive comtadine, donc du Comte-Avnessin, Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'Île-sur-la-Sorgue, à Notre-Dame-des-Tables en 1707. Nous laissons de côté la période médiévale et les maranes, et nous faisons un petit saut dans le temps pour approcher de la période contemporaine. Et oui, la France a été, entre guillemets, vide de juifs, parce qu'il y a l'expulsion médiévale, mais vous aurez compris que les maranes, les convertis, quand même, sont dans la sphère hexagonale, et puis vous avez les juifs du sud-ouest de la France, le Comte-Avnessin et l'Alsace-Lorraine. Où là, vous avez pour l'Alsace-Lorraine une présence quasi continue. Bien avant la Révolution française, une diaspora de juifs avignonnais et comtadins s'installe dans les régions voisines du Royaume de France. Grâce à la liberté de commerce proclamée pour les foires, où des marchands, même étrangers, sont admis, et ainsi des juifs comtadins ont des autorisations au moment des foires pour venir à Montpellier, ainsi qu'à Pézenas. Deux personnalités juives se sont particulièrement illustrées, Israël Bédaride et Eugène Lisbonne. Israël Bédaride a vécu entre 1798 et 1869, homme politique, il a été un brillant avocat. On lui doit également des écrits. L'avènement de Louis-Philippe éveille en lui l'espoir de la disparition des dernières discriminations qui pèsent sur les Juifs de France, la non-rémunération des ministres du culte israélite et l'obligation du tristement célèbre serment moré-judaïque. Israël Bédaride n'est pas partisan des idées républicaines, et c'est en tant que libéral qu'il se lance dans la vie politique, en choisissant son lieu de naissance, la 4e circonscription électorale de Pézenas. C'est le premier avocat d'origine juive au barreau de Montpellier. On lui doit une étude sur le guide des égarés de Maïmonide, en 1867, comme un clin d'œil à la période médiévale, une pertinente étude sur le Talmud, de 1869, et un ouvrage posthume du prosélytisme et de la liberté religieuse, et un ouvrage posthume édité par son fils, également en 1875. Il a combattu pour le droit des Juifs, mais son combat ne concernait pas seulement sa communauté d'origine, pour l'égalité de toutes les confessions. Et sa formule préférée était la suivante, « ça se plaide ». Une autre figure incontournable, et quand vous aurez l'occasion de passer par la rue du Conservatoire, d'ailleurs Conservatoire qui va bientôt déménager, vous saurez maintenant qui est Eugène Lisbonne. Même s'il y a aussi le Conservatoire à Candolle, mais je parle de la rue Eugène Lisbonne. Eugène Lisbonne qui a vécu au XIXe, entre 1818 et 1891, qui était né dans la Drôme, il professait à la différence de Bédari des opinions républicaines. Il est l'un des secrétaires du comité républicain de Montpellier, dont sont membres également Jacob Camp dit Cohen et Vidal Naquet. Il eut à souffrir du coup d'État de décembre 1851. Il est l'un des chefs du parti républicain de l'Hérault, et il deviendra préfet de l'Hérault, conseiller du 2e canton de Montpellier, député de la 2e circonscription de Montpellier, et enfin sénateur. Il entretient d'excellents liens avec l'évêque du diocèse, François Le Courtier, et ce dernier en fait allusion dans sa correspondance par rapport aux relations parfois tendues avec le maire protestant Pagési. Apparemment, il s'entend mieux avec son frère aîné qu'avec son frère cadet. Il est plus facile de s'entendre avec des ascendants qu'avec des collatéraux. Voilà pour Eugène Lisbonne. On peut citer également le doyen Marcel Gaucho, on n'a pas le temps de s'attarder. J'en viens au rôle politique joué par des étudiants juifs montpelliérains. Les juifs en Europe de l'Est ne sont pas tous émancipés. La France émancipe tôt. Le dernier pays, et Carole Yankou le sait très bien, à avoir émancipé les juifs, c'est la Roumanie en 1919 à la conférence de paix de Paris. Et des juifs en Europe de l'Est persécutés, ostracisés, victimes de pogroms,
Il y en a foison, et certains étudiants d'Europe de l'Est, venus de Russie, de Roumanie d'ailleurs, sont très politisés au sens noble du terme. Certains pensent que la résolution du problème juif passe, peut-être pas par la conversion au christianisme, mais par le bundisme, par le communisme, d'autres par le retour à la patrie ancestrale, par le sionisme. Et donc vous avez des étudiants sionistes, des étudiants bundistes. Et lors du premier congrès sioniste de l'ère moderne, qui entendait poser les bases du retour à la patrie ancestrale, organisé par Theodor Herzl, dans la ville de Bâle, en Suisse, vous connaissez bien évidemment ici, sur 12 délégués français, 4 sont montpelliérains, et 3 sont d'ailleurs ashkénazes montpelliérains, et un d'Afrique du Nord. Nous avons Yehoshua Bushmil, qui joue un rôle éminent dans le sionisme politique d'Herzl. Il fait partie de la société palestinophile. Alors à l'époque, palestinophile, ça voulait dire pro-sioniste. Aujourd'hui, ça serait la même. La société palestinophile Atidot Israël, Avenir d'Israël. Nous pouvons également citer Yosef Mirkin, Boris Katzman, et le dernier, Eugène Valencin, d'Algérie. Il y avait une association d'étudiants sionistes de Montpellier, et grâce à Carole, on a retrouvé son siège social au 12 rue Bonnard, à Montpellier. Anime Adolphe Isaac Crémieux, qui a joué un rôle éminent. Vous connaissez Schœlcher pour l'abolition de l'esclavage, mais retenez également Crémieux, qui fut ministre de la Justice, qui a joué un rôle éminent pour l'émancipation également des Juifs, dans le décret Crémieux pour les Juifs d'Algérie, et pour les Juifs de Roumanie. Bernard Lazare, de son vrai nom Lazare Bernard, ce jeune homme athée, imbu de culture classique, qui, effectivement, du symbolisme à l'anarchisme au symbolisme, a joué un rôle important jusqu'à l'affaire Dreyfus. Journaliste né à l'ère des journaux, Bernard Lazare publie entre 1892 et 1894 pas moins de 60 articles dans l'Événement, pour une large part consacrée à l'anarchisme, au socialisme, à la République et à ses institutions. L'affaire Dreyfus le transforme radicalement, de l'ancien juif assimilé, voire antisémitisant, car il y a eu et il y a des juifs antisémites, il devient un juif conscient et fier de son judaïsme, un peu comme Théodore Herzl. Et aux attaques de Drummond, l'un des plus célèbres antisémites français, contre Zola, auteur de l'article Pour les Juifs, paru dans le Figaro de mai 1996, et qui fustige les agissements des anti-juifs, il répond dans Voltaire par une série de 5 articles, remis ultérieurement sous le titre « Contre l'antisémitisme ». Nous arrivons, pour la dernière partie de cet exposé, à la Seconde Guerre mondiale. Montpellier à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la politique vichiste, sur l'arsenal législatif répressif qui a frappé durement les juifs français et montpelliérains. Je l'ai abondamment traité dans mes 2 ouvrages, Spoliation et Vichy. Mais en revanche, j'aimerais extraire certaines figures, certains portraits de personnages saillants, de responsables communautaires, victimes juives de la guerre, notamment César Uziel, qui est né en 1892, qui a été le premier président d'une communauté digne de ce nom organisée depuis la période médiévale, qui a joué un rôle éminent dans l'accueil de ces réfugiés lors du début de la Seconde Guerre mondiale, arrivée massive de réfugiés de Belgique, de Hollande et de Luxembourg. Il va jouer un rôle important en créant une structure effectivement d'entraide avec le comité d'assistance aux réfugiés. Bref, avec Nicole Kahn et le rabbin Chili, il va organiser la vie d'une communauté, dans la communauté, avec l'arrivée des Juifs pourchassés de Luxembourg, de Belgique, de l'Est. Son fils, Albert Uziel, dit Vivi, ravitailleur des maquis de la Résistance, participera à la libération de Montpellier. Quant à son petit-fils, il a été, il n'y a pas très longtemps, président de l'université de Montpellier. Le rabbin Henri Chili, j'ai évoqué à l'instant son nom, son patronyme, pour la première fois depuis le Moyen-Âge, un rabbin officier à Montpellier. Il est intégré au corps de santé de la 2e armée, il est mobilisé à Montpellier,
il s'occupe de ses coreligionnaires et il ira jusqu'au camp d'Agde, car vous n'êtes pas sans savoir qu'il y eut dans notre département un camp de sinistre renommé, le camp d'Agde, et il brossera un tableau des prisonniers assez important et assez émouvant. Le rabbin Henri Chilly réorganise le culte, des offices sont lieu, il rassemble la jeunesse juive dans son foyer, des cours de Bible et de Talmud, des chants liturgiques et des, effectivement, interventions dans des camps voisins comme Agde, camp de transit, avec l'aide de l'organisation de secours aux enfants, et dans le camp de Rizal. Le témoignage du rabbin Chilly est éclairant. Il dénombre le 25 novembre 40, lors de sa première visite au camp, 1300 juifs. Le camp d'Agde aura jusqu'à 3000 internés juifs. 1300 juifs en 40, 500 femmes, 400 enfants, avec effectivement 4 baraques d'hommes et 2 baraques femmes, mais 2 entités, il y a le camp des hommes et le camp de la gente féminine. Le préfet de l'Hérault aussi brosse un sombre tableau du camp agatois lors de sa visite au camp en décembre 40. Le rabbin Henri Chilly. À Montpellier, durant la Deuxième Guerre mondiale, Marc Bloch, un des plus grands historiens, médiéviste Marc Bloch, a effectivement séjourné un temps. Ce médiéviste novateur, droit, probe à la pensée et l'analyse rigoureuse, qui aimait tant la France, a dû faire l'expérience éprouvante de l'antisémitisme, qu'il définissait ainsi, et ça n'a pas pris une ride, poison, subtil, contagieux, polyfiltrant. Il a été frappé par les décrets iniques de Vichy, ce Français d'origine juive, car avec Vichy, on fait un retour en arrière. Si la France est le premier pays à émanciper les Juifs, avec Vichy, les Juifs perdent leur citoyenneté. Ce Français d'origine juive, si pleinement français vu ses multidécorations de 14 et sa mobilisation volontaire en 39, fut exclu de la fonction publique. Certes, il sera relevé de sa déchéance pour service exceptionnel rendu à la France. C'est alors que l'éminent historien est détaché à la faculté des lettres de Montpellier et qu'il habite place de la Carnourgue, au 5 rue Sainte-Croix. C'est la petite rue qui descend à pic. La personnalité de Marc Bloch. Je cite juste dans sa lettre testament de mars 41. S'il refusait en non-croyant que fussent récitées les prières hébraïques sur sa tombe, en revanche, il disait haut et fort, mais il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne ne put rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre, ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Dans un monde assailli par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux, que le christianisme, en ce qu'il eut de plus pur, reprit pour l'élargir, ne demeure-t-elle pas une de nos meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter? L'épilogue tragique de Marc Bloch, vous le connaissez, la mort dans des conditions terribles au fort de Mont. Une autre figure importante attachée à Montpellier, c'est celle de Georges Charpentier. Alors, là ne vous dit trop rien, mais plus connu sous le nom de Georges Charpak, qui effectivement fait partie de ces juifs d'origine étrangère qui ont trouvé refuge à Montpellier et qui ont eu une activité résistante soutenue. Georges Charpak, qui a été déporté à Dachau, mais qui a eu une activité résistante, et il était relativement jeune, il avait quand même une quinzaine d'années. Il sera interné, déporté à Dachau, et revenant à Montpellier, il reprend ses études, que l'on peut, je crois, les qualifier de brillantes, car il eut, en 1992, le prix Nobel de physique. Je renvoie à son livre, Georges Charpak, La vie à fil tendu, paru en 1993 aux éditions Odile Jacob. Les Juifs, je vous le disais tout à l'heure, ont bénéficié de l'aide de la population héroltaise, languedocienne, et notamment des protestants. Le cas peut-être le plus emblématique est celui de Diane Popovski. Mais des gens d'église, bien évidemment, ont tendu la main à leurs frères dans l'adversité.
le père Paul Parguel de la paroisse Sainte-Bernadette, les sœurs dominicaines du monastère des Tourelles, les sœurs protestantes Jeanne et Marie Adjé ont caché des Juifs. Mais le cas le plus emblématique est celui de Marie-Antoinette Paillerès et de ses deux filles, Paulette et Renée. La mère a accueilli en 1942 Diane Popovski, une petite fille de 2 ans, sortie du camp d'Agde par Sabina Zlatine, monitrice des enfants d'Isieux, monitrice de la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault, mais l'histoire a retenu l'épilogue douloureux d'Isieux dans l'Ain, où ils ont été raflés par Klaus Barbie. La mère a caché dans sa maison une petite fille juive. La fille a été la monitrice des enfants d'Isieux et a permis, grâce à ses nombreuses photos, à Serge Klarsfeld d'identifier un grand nombre des 44 enfants martyrs. Elle a témoigné avant sa disparition au procès Barbie à Lyon en 1997. Christelle Bernat disait tout à l'heure effectivement que je représente Yad Vashem pour le Languedoc-Roussillon. Effectivement, et l'une de mes activités, c'est de plus en plus difficile de retrouver des justes parmi les nations, des Chassidei Yomot Haolam. Vous savez ce que cela signifie, ces populations non juives qui, au péril de leur vie, ont caché des juifs, et de nombreux protestants ont caché des juifs. Eh bien, il y en a donc de moins en moins, mais le Languedoc-Roussillon a effectivement 170 cas de justes parmi les nations et une soixantaine pour le département de l'Hérault. Une figure que nous devons peut-être retenir, il s'agit du docteur Paul Axelrud, qui effectivement a été touché par le numerus clausus relatif aux professions libérales, qui a frappé à Montpellier surtout les médecins, pour la plupart réfugiés. Ils se virent adresser des injonctions émanant de la préfecture, et ce Paul Axelrud, qui fut atteint non pas par la réglementation du numerus clausus, mais par l'annulation de sa naturalisation française. Ils ont essayé d'obtenir des dérogations du Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Le docteur Axelrud eut la chance d'échapper aux rafles de l'été 1942. Car, vous le savez, en 1942, les fameuses rafles, les fatidiques rafles de l'été 1942, quand Vichy décide de déporter les Juifs, vous avez 76 000 Juifs qui seront déportés vers les camps d'extermination, dont 11 000 enfants. 3 000 seulement revinrent, aucun enfant parmi eux. Toutefois, nous le savons désormais, 75% des Juifs de France ont eu la vie sauve. Comment ne point citer également le professeur André Lévy, professeur à la faculté de médecine. Il a été dans sa jeunesse membre du maquis de la Montagne Noire, interne des hôpitaux, chef de clinique, professeur à la fac de médecine, adjoint au maire de Montpellier. Il était l'adjoint à la culture dans les années 70 jusqu'en 95. Une rue à Montpellier pérennise son nom et l'actuel maire, Philippe Sorel, a rebaptisé le pont de la République, André Lévy. Une autre étudiante en médecine, un autre médecin, étudiante en médecine à l'époque, Eva Horowitz, qui a joué un rôle important avec le couple Balmès, car des gens de médecine ont sauvé aussi des juifs. Le professeur Balmès, le professeur Giraud, contournant le numerus clausus, permettant à des étudiants juifs d'étudier et de passer les examens. Elle a aidé le couple Balmès lorsque la Gestapo a intensifié les rafles. Elle est hélas aujourd'hui décédée. Professeur Lisbonne, professeur Guenoun également. À Montpellier, quelques figures exemplaires non juives. Raymond Demangel, la châtelaine d'Assas, qui effectivement ne se contentait pas de rester dans son manoir, mais qui a eu une activité résistante, puisqu'elle était connue sous le nom de Code Pauline, et elle a permis à de nombreux juifs de passer vers l'Espagne via les Pyrénées par le monastère de Saint-András. Des justes restés célèbres, Lucie et Georges Pascal à Ganges, qui fut une ville de résistance et où de nombreux juifs ont été cachés, sans oublier la Vaunage, entre Sommières et Nîmes,
par de nombreux protestants suite au fameux appel de... Voilà, du pasteur Bugner. Mentionner également l'action constante de Pierre Jourda à la faculté des lettres, qui truquait les listes d'inscrits pour que les juifs exclus par le numerus clausus puissent passer les examens. Camille Ernst, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault. La préfecture et la ville de Montpellier ont récemment rendu hommage à ce courageux fonctionnaire, contre-exemple de Maurice Papon, parce que Maurice Papon disait « je ne pouvais rien, j'exécutais les ordres », lui a démontré que c'était faisable. Bien évidemment, cela lui a coûté une déportation, il en est revenu, et en 1971 a été fait juste parmi les nations. Aujourd'hui, la cour de la préfecture porte le nom de Camille Ernst, ainsi qu'un square dans le quartier Beaux-Arts Boutonné. En conclusion, vous aurez compris la longue histoire, la longue mémoire du judaïsme occitan. Civilisation de la Languedoc fut très brillante au Moyen-Âge et les Juifs ont joué un rôle actif. Le grand historien Michelet a pu écrire dans son tableau de France « C'est une autre Judée. Il ne tenait qu'aux rabbins des écoles juives de Narbonne de se croire dans leur pays. » Judaïsme brillant, transfert de savoir, traduction du Moré Nevuchim. On a insisté également sur des rapports féconds entre frères aînés monothéistes, vitalité des communautés juives des terres d'Oc au Moyen-Âge, Talmud, Kabbale, traduction, philologie. Après la fin tragique du judaïsme médiéval, le Languedoc moderne se fait de nouveau accueillant pour les maranes. L'ascension sociale de certains d'entre eux illustre par-delà les mutations des insertions et des réussites dont l'écho résonne encore à Montpellier. À l'époque contemporaine, des figures juives se sont illustrées dans le monde politique, comme au XIXe Bédari de Lisbonne. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, de brillants savants se sont trouvés à Montpellier. Marc Bloch, Georges Charpak. Pour bien d'autres figures moins connues, des pages sombres se sont tournées, mais également des épisodes porteurs d'espérance, avec le comportement admirable, parfois héroïque, de protecteurs restés anonymes, pour beaucoup, d'autres gratifiés du titre de juste parmi les nations. Donc oui, notre département, notre région, ont été une terre de tolérance, et je crois que la ville de Montpellier et le département de l'Hérault n'ont pas à le regretter de cet apport des Juifs en terre d'Oc. Je vous remercie.